est un et indivisible. Pour moi, et même pour la rébellion, ils sont maintenant dans cet état de rébellion et dans cet état d'esprit. De savoir que l'État malien est un et indivisible. Avec laquelle j'ai discuté les trois factions rebelles qui ont signé l'accord de cessez-le-feu à Kidal, à ma présence, en discutant avec eux. Dans cet état d'esprit. Ils sont tous pour un Mali. Mais ils occupent Kidal, ils occupent Anefis, ils occupent Amderwambouk, Bouken. Il y a une défaite de l'armée malienne. Ils sont présents sur place. Et ils régentent les villes. Et je ne pourrais pas dire qu'ils occupent, parce qu'ils sont chez eux au Mali. Donc il y avait une situation de guerre qui faisait qu'ils ont pris les armes contre leurs propres forces armées. C'est une situation qui doit se régler. Je crois que l'usage de la force, l'usage des armes n'a pas pu permettre une solution définitive et durable à ce jour. Et je crois que les choses sont en train d'avancer. Il y a un président de la République au Mali qui a été élu, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est animé de la volonté d'arriver à une paix durable pour son pays. Et je crois que ce serait une très bonne chose pour le Mali si on arrivait à faire un accord et aboutir à une solution durable de cette crise qui n'a que trop dire. Et quel est pour vous le contenu de cet accord, Monsieur le Président? Quel serait le contenu réel de cet accord qui va amener tout le monde à... Les Maliens entre eux se doivent aussi bien pouvoir d'un côté que rébellion de l'autre côté, se doivent trouver des moyens pour sécuriser, stabiliser leur pays. Et cela va leur permettre de développer leur pays. Respect de l'intégrité du Mali? Oui, le respect de l'intégrité du Mali. Mais aussi, nous ne devons pas oublier que dans cette partie du nord du Mali, que s'est développé cette dernière décennie le terrorisme. Et face à ce terrorisme, il faut l'engagement des populations du Nord. Il faut qu'on arrive à engager les populations du Nord pour sécuriser leur pays, pour participer à la sécurisation, pour prendre leurs responsabilités. Sinon, on aurait toujours des terroristes et il y a toujours risque de connivence entre les populations du Nord et les terroristes. On voit que le pouvoir du président précédent, Amadou Toumani Touré, n'a pas pu réussir à résoudre ce type de conflit. Celui du président Ibrahim Boubacar Keïta est en énorme difficulté. Les deux camps prônent une forme de nationalisme de précédent, d'appartenance au Mali. On voit d'un camp qui prône l'intégrité territoriale, un autre camp qui prône cette intégrité, mais avec l'acceptation d'une forme d'indépendance de la Zawad, comme ils le disent. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une conciliation possible entre ces deux aspects? Je ne pense pas qu'il y ait une solution de partition du Mali ou d'indépendance d'une partie du Mali pourra régler le problème définitivement. Mais il faudrait qu'on trouve une solution qui puisse d'abord garantir la sécurité, la stabilité et l'unité du Mali. Mais il y a effectivement des préalables à cela. Les populations du Nord posent des problèmes. Il y a le fait que parmi ces problèmes posés, effectivement, il y avait cette partition, mais je crois que maintenant, les rebelles ou les factions rebelles ne sont plus dans cet état d'esprit. Maintenant, ils sont pour un Mali uni. Mais ils gardent leurs revendications, c'est-à-dire ces revendications qui me paraissent quand même être des revendications possibles, acceptables. Une infrastructure de base, santé, eau, électricité, éducation. Un grand point de développement économique et social. Puis d'ailleurs, on ne peut pas dire quand même que le président actuel a des difficultés pour faire avancer les choses. Il vient d'arriver au pouvoir, il a eu une situation extrêmement difficile d'abord pour le Mali, et donc à trouver une solution, à trouver la voie qui mène à l'objectif final, qui est une solution durable pour une paix et pour une stabilité du Mali, et pour d'ailleurs une paix, une stabilité dont bénéficiera toute la région, aussi bien le Niger, le Mali, la Mauritanie, que le Burkina et les autres pays du Sahel. En parlant de cette région, c'est sur votre initiative qu'a été initié le groupe des chefs d'État dit du G5 pour le Sahel, regroupant le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso. Dans la foulée, vous avez été porté à la tête de ce groupe qui se veut un cadre institutionnel de coordination régionale contre le terrorisme dans le Sahel. Quelles sont, pour vous, les attributions concrètes de ce G5 du Sahel et pourquoi l'avoir créé? Nous l'avons créé d'abord parce que le Sahel
à ses propres difficultés. Et face à ces difficultés, nos moyens sont limités. Donc il fallait qu'on unisse nos efforts, qu'on prenne conscience du fait que nous sommes les premiers à être concernés par ces difficultés et que les solutions passent par l'union de nos forces, l'union de nos moyens et une certaine vision, concertée certes, mais une certaine vision qui nous permette au final de surmonter, d'aplanir ces difficultés pour permettre une sécurité, une stabilité qui va mener nos pays sur la voie du développement et la stabilité. Le Sahel, effectivement, a trop souffert de cette insécurité. Vous savez, nous sommes dans une région où s'est développé le terrorisme, le trafic de drogue, les prises d'otages, et ça a créé énormément de problèmes à nos pays. Et nos économies ont été directement touchées par cela. D'abord, vous savez que le secteur du tourisme dans nos pays a chuté de plus de 50%. C'est un secteur complètement anéanti maintenant. Je ne parle pas des recherches minières dans cette région du Sahel. Et la situation a fait que le Sahel n'est plus une destination malheureusement. Grosse surprise dans la composition de ce G5, l'absence de l'Algérie et l'absence du Sénégal. Très clairement, Monsieur le Président, est-ce que c'est parce que vous avez des différends personnels avec les présidents de ces deux pays, l'Algérie et le président Macky Sall du Sénégal, que vous n'avez pas accepté leur intégration dans le G5? Ce n'est pas moi qui n'ai pas accepté. Mais comment l'expliquer? Je n'ai aucun différend ni avec le président Macky Sall, qui est le chef d'État, le président de la République d'un pays voisin avec qui j'entretiens de très bons rapports, moins encore avec l'Algérie. Et je n'ai d'ailleurs pas de différend particulier avec aucun des chefs d'État des pays de la région, ou même ailleurs, même dans les autres continents. Ça c'est d'une part. D'autre part, le G5 a été créé, nous avons ciblé un certain nombre d'États qui sont touchés directement et dont les capacités de réaction et dont les moyens sont pratiquement identiques. Donc nous avons voulu d'abord essayer de sortir nos pays qui vivent directement ces situations, qui ont les mêmes difficultés, les mêmes problèmes et les mêmes moyens aussi pour les résoudre. Est-ce que quelque part, en initiant ce G5, il y a déjà eu 2 réunions des chefs d'État? On voit bien qu'il y a un aspect extrêmement volontariste, mais est-ce que de l'autre côté, ça ne consacre pas finalement la mort des autres organisations régionales, comme le CIS, comme le SENSAD qui avait été initié par le président Kadhafi? Est-ce que finalement, ça ne signifie pas que ces organisations sont devenues inutiles? Ça ne consacre pas la mort ni le ralentissement de la vie des autres organisations. Ça n'a rien à voir. Nous vivons une situation, nous, les 5 États du Sahel, nous vivons une situation et nous voulons sortir de cette situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus des autres structures régionales, qui sont très importantes d'ailleurs. Et il n'est pas dit d'ailleurs qu'un jour le G5 puisse s'élargir à d'autres pays. Mais pour le moment, nous faisons face à une situation. Et ce sont ces pays, ces 5 pays qui font face à cette situation. Ça ne veut pas dire que nous cherchons à exclure un autre pays. Et une dernière question pour terminer cette partie. Sur le plan géographique, la Mauritanie se situe en Afrique de l'Ouest. Dites-moi oui ou non si vous l'acceptez, cette réalité géographique. Nous avons cette double appartenance. Nous sommes en Afrique de l'Ouest et nous sommes de l'Afrique du Nord. Et nous sommes fiers d'ailleurs de cette situation géographique. En Afrique de l'Ouest, normalement, vous avez été membre de la CEDEAO jusqu'à votre départ en l'an 2000 par la décision d'un de vos prédécesseurs. Vous êtes régulièrement associé à un certain nombre de décisions au niveau de la CEDEAO. Pourquoi la Mauritanie aujourd'hui, et vous qui êtes président de l'exercice de l'Union africaine, qui montrez l'exemple par la notion de l'intégration africaine, pourquoi la Mauritanie ne réintègre pas la CEDEAO? Ce n'est pas parce que la Mauritanie est sortie de la CEDEAO, effectivement, à la suite d'une décision qui a été prise par l'un de mes prédécesseurs, qu'on n'est plus lié à l'Afrique de l'Ouest. Nous avons énormément de liens. D'abord, nous sommes membres de l'OMVS avec le Sénégal, le Mali et la Guinée. Et donc, nous partageons beaucoup d'organisations avec cette région de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous sommes aussi membres du Maghreb arabe. Nous sommes un État du Maghreb arabe. Et nous sommes du G5, où il y a d'autres États africains qui ne sont pas seulement de l'Afrique de l'Ouest et qui ne sont pas seulement de l'Afrique du Nord. Parce que vous avez donc vous êtes partout et finalement pas lié. Nous avons des liens avec tous nos pays parce que nous sommes un État africain. Donc nous devons faire le maximum pour avoir le maximum de liens avec les États africains et nous entretenons de très bonnes relations avec nos voisins. Dans ces 2 premières parties de l'émission, nous avons beaucoup parlé de sécurité, de terrorisme, mais vous avez une phrase tout à l'heure, celle de dire que seul le développement peut permettre d'atténuer la qualité et la portée de ces actes.
Nous parlerons tout de suite, dans la dernière partie de cette émission, du développement en Afrique et des exemples de cette Mauritanie qui peut aussi contribuer à la vision de l'Afrique. Restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Africa 24 est disponible en Afrique du Nord et au Moyen-Orient sur Arabsat Bard 4. Merci d'être fidèle à Africa 24. Un invité prestigieux, le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, le président de la République islamique de Mauritanie. Les indicateurs économiques, macroéconomiques de votre pays sont au vert et salués par un certain nombre d'institutions internationales qui ne sont pas forcément nos références. Mais pour cette année, par exemple, le FMI prévoit une croissance du PIB de l'ordre de 7%. L'inflation est stable depuis 5 années et mieux, pour la première fois, en 2012, votre pays a dégagé un excédent budgétaire. Mais ces chiffres macroéconomiques cachent pour certains une réalité moins réluisante, la forte dépendance, comme un certain nombre de pays africains, de votre économie aux industries extractives et aussi l'importance des inégalités sociales. Que faut-il selon vous pour que la capacité de l'Afrique à gérer ses matières premières soit aussi en adéquation avec ces réalités économiques? Effectivement, les indicateurs de la Mauritanie, comme le reconnaissent d'ailleurs les institutions internationales, sont très encourageants pour le pays. Nous avons un taux de croissance de 6,7% actuellement, qui n'a cessé d'évoluer d'ailleurs ces dernières années. Nous avons une inflation qui est maîtrisée à moins de 5%. Nous avons, comme vous le dites aussi, et c'est une réalité, un budget de 2012 qui a été un budget excédentaire pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Tout ce que nous avons pu obtenir, nous ne l'avons pas eu seulement par la grâce de l'exportation des matières premières. C'est en grande partie dû à une gestion transparente. Moins de corruption? Je ne dirais pas moins de corruption, mais beaucoup moins de corruption. Plus de transparence? Une gestion transparente et une bonne gouvernance. Nous avons pu développer les secteurs très importants pour le pays, l'agriculture, parce que nous sommes passés d'une autosuffisance dans certains produits de 35% à plus de 60% aujourd'hui. Et c'est là en l'espace de 4 ans. Nous sommes en train de développer le secteur de l'élevage, qui est extrêmement important aussi pour le pays. Notre PIB est en train d'avancer. On est passé de 257 000 ouïas à plus de 411 000 ouïas par tête d'habitant. Ce qui est une évolution de plus de 42% en l'espace de 4 ans. Nous avons réadapté notre système éducatif qui ne répondait pas aux besoins de notre marché en y introduisant des écoles spécialisées dans la formation d'ingénieurs, de médecins, de techniciens, d'ingénieurs polytechniciens. Mais vous comprenez ceux qui disent, ok, c'est bien beau, tous ces chiffres macroéconomiques, mais moi je suis en banlieue de Nouakchott, je souffre, j'ai pas d'emploi, j'ai du mal à manger au quotidien, je suis à Djout, je souffre, je suis à Tar, je souffre. Vous êtes à Nouakchott, vous êtes dans la banlieue de Nouakchott. Vous n'avez pas d'emploi. Mais pourquoi vous n'avez pas d'emploi? La plupart du temps, vous n'avez pas reçu la formation adéquate. Vous n'avez pas de référence professionnelle la plupart du temps. La plupart du temps, vous avez votre diplôme de maîtrise, vous avez une maîtrise ou bien une licence en droit. Et un pays ne peut pas fonctionner avec des milliers de maîtrisards en droit, ni de maîtrisards en littérature, ni en sciences humaines. Le pays a besoin aussi, et beaucoup plus, d'ingénieurs, de techniciens, de topographes. Il y a une adéquation entre le système éducatif qui était imposé par les colonisateurs. Nous avons hérité un système éducatif du colonialisme, mais ce n'est pas la faute du colonisateur. Du temps où le colonisateur était là, ce système avait donné des résultats, de bons résultats. Mais il fallait qu'on s'adapte. Une évolution. Il fallait qu'on évolue. Et certainement, le colonisateur, à l'époque, chez lui, ici, il avait le même système éducatif, mais ce colonisateur a fait évoluer son système éducatif. Vous êtes conscient maintenant que c'est une véritable course contre la montre, parce qu'on a une démographie galopante, des retards en infrastructure. Le tout ne peut pas se faire en un clin d'œil. L'essentiel, c'est une prise de conscience d'abord. D'avoir pris conscience de cette situation, de ce phénomène. Et d'abord, d'avoir une vision claire, d'avoir la volonté d'arriver à ses objectifs.
et de prendre la meilleure voie pour y arriver, ce qui est essentiel. On voit poindre de plus en plus un débat en Afrique sur la limitation des mandats présidentiels. Monsieur le Président, je veux une réponse claire, nette et précise de votre part. Oui. Quelle est votre religion et quelle est votre position sur cette doctrine de limitation du mandat présidentiel? Oui ou non, faut-il limiter le nombre de mandats présidentiels? Il faut limiter le nombre de mandats présidentiels. Je pense que c'est nécessaire et c'est le meilleur moyen pour incruster la démocratie dans nos pays. Les changements sont nécessaires. Les renouvellements... L'avez-vous fait en Mauritanie? Nous l'avons fait en Mauritanie. Les changements sont nécessaires. Les renouvellements de la classe politique sont nécessaires. Combien de mandats êtes-vous limité en Mauritanie? Nous sommes limités à 2 mandats. Donc ça veut dire que vous ne ferez pas... Je me porte actuellement pour mon 2e mandat. Donc vous vous portez garant qu'au terme de votre 2e mandat, vous respecterez la Constitution? Je ne me porte pas seulement, j'ai déjà juré, et c'est dans la Constitution de la République islamique de Mauritanie. Les mandats sont limités à 2 mandats de 5 ans chacun. Et je crois que c'est le meilleur moyen pour laisser et le temps et la place aux générations montantes de pouvoir diriger, de pouvoir participer activement et de prendre aussi le relais pour conduire leur pays vers des objectifs de développement. Pourquoi alors, en tant que président de l'Union africaine, et avec l'organisation, et avec la présidente de la Commission, Mme Zouma, vous ne travaillez pas, on ne sent pas l'Union africaine travailler par anticipation dans un certain nombre de pays où on annonce une modification de la Constitution avec un risque de stabilité de ces pays? Je veux parler du Congo, chez le président Denis Sassou Nguesso, au Burkina Faso, avec le président Blaise Compaoré, peut-être en RD Congo ou au Burundi. Quelle est la méthode? Ça peut différer d'un pays à un autre, c'est des visions, c'est des conceptions. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses problèmes. Et puis ce problème n'est pas seulement posé en Afrique. Je ne vois pas pourquoi on essaie toujours quand il s'agit de ce genre de problèmes, de ce genre de débat, on met toujours en exergue l'Afrique. Parce que ça amène une instabilité dans nos pays, vous le reconnaissez. Vous l'avez vous-même évoqué tout à l'heure. Ça ne mène pas forcément, ça peut mener, mais ça ne mène pas forcément vers une instabilité en Afrique, si on arrive en Afrique à développer davantage de démocratie. Et c'est un problème d'éducation, c'est tout. Un autre point important qui est mené aussi, beaucoup de gens parlent de plus en plus sur le plan économique de permettre à l'Afrique de se doter de sa propre monnaie. Quelle est votre position? C'est une idée qu'il va falloir bien étudier, bien développer, bien mûrir aussi. Je crois que nous avons beaucoup d'autres créances sur lesquelles nous devons travailler avant cette monnaie. Plusieurs dirigeants africains, à l'instar du président Obiangé Mambazogo de la Guinée équatoriale, ont pointé régulièrement l'exploitation des matières premières du continent à vil prix. Comment jugez-vous cette perception? C'est une perception juste, effectivement. Elle est juste. Elle est juste, mais c'est la nécessité de l'Afrique qui le fait. Nous sommes dans une situation qui fait que nous n'avons pas actuellement ni les moyens, ni les compétences, ni les techniques, ni les financements nécessaires pour transformer localement nos matières premières. Et il se trouve que nous avons besoin des recettes de ces produits. Mais nous devons y penser, nous devons faire l'effort nécessaire pour essayer d'améliorer la situation, d'avoir le maximum, de tirer le maximum de profit de ces matières. Certains pays ont commencé à le faire, certains sont en train d'étudier les possibilités de le faire, et ça demande du temps. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une prise de conscience, comme je le disais tout à l'heure. Vous parlez de prise de conscience, elle est de plus en plus ressentie dans la jeunesse africaine qui a accès à Internet, qui a accès à l'information mondiale. Comment pensez-vous qu'un jeune Africain, je vais prendre un exemple, quelqu'un du Niger peut ressentir quand il voit que l'uranium de son pays est acheté à moins de 90% de sa valeur sur le marché, qu'il n'y a pas d'électricité sur l'ensemble du territoire de son pays, alors que cet uranium extrait permet de mettre l'électricité dans les pays européens? On peut réagir en tant que jeune, mais on réagit et on réfléchit en tant que responsable. Et en tant que... Et quelle est la réflexion du responsable? Personnalité consciente un peu. Nous sommes dans une situation qui fait qu'on ne peut pas arrêter les exportations, parce qu'il y a une nécessité, mais nous ne devons pas aussi nous résigner dans cette situation. Donc nous devons faire l'effort nécessaire pour essayer de faire avancer les choses et de tirer le maximum de profit de nos matières premières. Cela passe par le développement de nos pays,
qui passe effectivement par une bonne gouvernance, qui passe par un engagement de tous et par une stabilité et une sécurité de nos pays. Monsieur le Président, à partir de cet instant, cette émission vous appartient. Vous pouvez critiquer les 32 minutes que nous venons de passer ensemble, donner votre avis en regardant tout droit cette caméra et surtout votre message au terme de cette émission de président en exercice de l'Union africaine à tous vos compatriotes africains. D'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de parler en tant que président de la Mauritanie, mais aussi en tant que président de l'Union africaine, d'essayer de parler des problèmes que nous vivons dans notre cher continent et pour lesquels nous souhaitons des solutions. Des solutions qui vont permettre à nos populations de vivre dans une certaine décence et de pouvoir évoluer et de pouvoir accompagner le développement dans ce monde. C'est d'une part. D'autre part, je souhaite aussi que l'Afrique soit beaucoup plus unie, que les États africains, que l'ensemble des dirigeants des États africains puissent travailler et non pas se résigner. Le continent africain est le continent d'avenir, mais sans la sécurité, nous ne pourrons pas faire avancer les choses. L'Afrique doit pouvoir voler de ses propres ailes. L'Afrique doit tenir compte aussi bien de ses propres moyens, aussi bien de sa capacité de se sortir de cette situation. Et ne pas attendre, et ne pas continuer à tendre la main aux autres. C'est vrai que nous avons des partenaires incontournables qui sont plus développés que nous, mais nous ne devons pas aussi rester les bras croisés et nous ne devons pas nous résigner. Ne pas se résigner, c'est un message clair, précis du président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Nous sommes à 250 km de Nouakchott, dans une résidence austère pour réaliser ce face à nous. Vous nous avez suivis, nous vous remercions pour votre fidélité. 80 millions de foyers qui regardent cette première chaîne mondiale d'information de l'Afrique au quotidien. Pour se soutenir, ne pas se résigner et avoir une autre vision de l'Afrique. Merci de rester fidèle au programme d'Africa 24, votre chaîne, notre chaîne, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique. Au revoir.